Chers amis du Cercle Aristote, bonjour. Aujourd'hui, je reçois Jean-Paul Briguelli. Vous le connaissez, vous vous rappelez de la fabrique du crétin, c'est devenu une expression quasiment courante, qui aujourd'hui nous revient pour la sortie de son dernier livre sur un sujet que nous avons déjà traité sur la chaîne avec d'autres intervenants, mais son œil aiguisé va beaucoup nous servir parce il s'agit de l'islamisation de l'école et surtout de l'école face à l'islam. Et certains d'entre vous se rappellent, pour ceux qui connaissent le sujet, des affaires de Creil, c'était déjà il y a très longtemps, évidemment la question lancinante du voile, et vous faites un état des lieux. Alors, les états des lieux un peu sombres et les tableaux noirs, ça vous connaît, hein, Jean-Paul Briguelli. Mais pourquoi être arrivé sur ce sujet-là pour votre dernier livre? Alors, je suis arrivé sur ce sujet-là, en fait, en 2006. J'ai sorti un premier livre sur l'emprise islamiste à l'école. Euh, C'était au moment où, avec des amis, nous avons publié le rapport Aubin qui datait de 2004 et que courageusement François Fillon avait glissé au fond d'un tiroir. On ne dira jamais assez le mal que François Fillon a fait à l'éducation nationale entre la couverture du rapport Aubin et la mise en avant des compétences au détriment des savoirs. Bon, mais c'est autre chose. Alors, je vais reprendre certains éléments de ce que vous avez dit qui sont absolument importants parce que mon livre est structuré là-dessus. L'affaire de voile de Creil, ceux qui ne se rappellent pas le détail historique, on a la loi Jospin, juillet 1989, l'affaire de voile, et cette loi Jospin, article 10 ou 12, donne aux élèves le droit à l'expression. C'était la boîte de Pandore qu'on ouvrait, ça, hein, à tout point de vue. Et 2 mois plus tard, vous avez 2 jeunes filles qui, de leur propre aveu, étaient des missiles téléguidés qui arrivent voilés au collège de Creil. Le principal de Creil, très courageusement, ne les accepte pas. Ça arrive au ministère, qui aurait très bien pu, sur un coin de bureau, sortir un décret en expliquant que voilà, c'était interdit à l'école. Et Jospin, qui avait, en vrai trotskiste, une idée derrière la tête, a refilé ça au Conseil d'État, qui a mis 10 ans à sortir véritablement un avis. Cet avis a généré la loi de 2004 et la loi de 2004, on s'apercevra par la suite, était très insuffisante, très, très insuffisante, parce qu'en fait, elle entrait en contradiction avec la fameuse loi de 1905 sur la laïcité. Alors, il y a une chose que très peu de gens savent, c'est que le mot laïcité n'apparaît pas dans la loi de 1905, Hmm. parce que à l'époque, ça allait de soi. Le mot laïcité, république laïque, c'est la Constitution de 1946, reprise telle quelle en 1958. Euh, il faudrait réécrire, c'est urgent, hein, réécrire la loi de 1905 euh, en fonction d'une vraie laïcité. La laïcité, c'est l'interdiction de toute intervention religieuse, quelque nature qu'elle soit, dans le champ de la République. Voilà, c'est pas de l'école de la République. Il y a d'ailleurs un article de 1905 qui interdisait les accoutrements religieux dans l'espace public. Évidemment, l'Europe, sous tutelle anglo-saxonne, etc., s'est empressée de contrarier ça en disant mais non, l'expression religieuse est libre, patati, patata. On a vu ce que ça a donné en juillet dernier en Angleterre, hein, l'expression religieuse libre, parce que la charia génère automatiquement des réactions extrêmement violentes. Alors, vous me dites, je présente les choses de façon sombre. Vous savez, c'est l'avantage et l'inconvénient d'être Cassandre. Hmm. Cassandre dit la vérité. Cassandre dit ce bébé qui vient de naître, Paris, vous devriez le tuer parce qu'il va mettre le feu à la ville. Ou bien cette femme qu'il a ramenée de Grèce, Hélène, vous devriez la renvoyer tout de suite, ça va faire mal. Ou bien ce cheval de bois que les Grecs ont laissé aux portes de la ville, ne le faites pas entrer. Et on ne la croit jamais, alors qu'elle dit la vérité.
Non seulement on ne la croit jamais, mais ça va mal finir pour Cassandre, hein, tout point de Tout à vue. fait. Elle est, selon les traditions, soit tuée pendant la prise de Troie, soit amenée comme captive par Agamemnon et tuée avec Agamemnon par Clytemnestre et Égiste. Les prophétesses, je rappelle, elle avait une malédiction, hein, Apollon lui avait donné le don de prophétie et en ajoutant le fait qu'elle ne serait jamais crue. Eh bien voilà, j'ai parfois l'impression, excusez-moi pour le côté grandiloquent, d'avoir un don de prophétie et de ne jamais être cru. Alors, je n'ai pas passé de pacte avec un dieu, vous voyez, mais c'est ça le problème, c'est que ce que je disais en 2006 dans un livre intitulé Une école sous influence, je le redis ici de façon encore plus argumentée parce que l'histoire a évolué, hein, mais c'est pareil. Il faut bien voir une chose, c'est que des milliers d'anecdotes de profs assassinés, d'élèves massacrés, d'invectives diverses et variées, etc. Individuellement, prises individuellement, ça semble pas grand-chose. On se dit, oh, c'est un cinglé, oh, c'est un Tchétchène, oh, c'est... Mais en bloc, on se dit, et si c'était une stratégie? Alors, je renvoie les auditeurs à une théorie de Daesh, émise en 2016, au moment où Daesh était au sommet, qui est la théorie dite des 1000 entailles. Les 1000 entailles, ce sont 1000 petites blessures peu sensibles, mais qui au total vous détruisent. Voilà, on en est là. La métaphore que j'aime évoquer dans ce livre, c'est celle du jeu de Go. Vous savez, on conquiert des territoires avec des pierres blanches ou des pierres noires, et à la fin, on s'aperçoit, c'est comme au morpion, on s'aperçoit que tout est noir. Voilà, et on n'a même pas réalisé la façon dont cette conquête s'est opérée. Alors, il y a derrière, hein, c'est pas ni une question de paranoïa, ni de complotisme, etc. C'est pas moi qui l'ai dit, c'est Florence Berger-Blacker dans l'enquête qu'elle a faite sur les réseaux fréristes. Il y a derrière une volonté de conquête, pas une volonté de nuire, une volonté de conquête. Elle utilise l'expression, elle dit c'est une guerre à bas bruit. Oui, sauf que ça va faire de plus en plus de vacarme. Les gens d'ailleurs s'en aperçoivent. S'en aperçoivent. Je vais vous donner une statistique qui semble significative. Sur les 5 dernières années, chaque année, le nombre de demandes de permis de chasse a augmenté de 200%, en particulier en région parisienne. Alors, ne me dites pas qu'on traque le sanglier en Seine-Saint-Denis. Non, mais le permis de chasse donne la possibilité d'avoir un fusil à pompe chez soi. Tout Voilà. à fait. Mmh. C'est très Fusil juste. à pompe, c'est un truc avec lequel on fait des dégâts à 60 mètres, hein, pour ceux qui maîtrisent mal ce genre d'outils. Donc, ce qu'il faut voir, c'est que l'islamisme a pénétré véritablement le milieu scolaire parce qu'il a trouvé dans le milieu scolaire le point faible. Bien entendu, son intention, c'est de pénétrer l'ensemble de la civilisation, de nous déciviliser. Hein. Ce Mmh. n'est pas un choc de civilisation, c'est une anti-civilisation contre la civilisation occidentale. Enfin, je raconte aussi bien que possible la façon dont l'islam a horreur de l'histoire. Le salopard qui a tué Dominique Bernard ne cherchait pas Dominique Bernard, il cherchait pas un prof il cherchait un prof d'histoire, parce que l'islam a horreur du temps. C'est une religion de l'immobilité, hein, y compris l'immobilité intellectuelle. Et ce qu'il faut voir, c'est que s'ils ont choisi l'école comme mode d'entrée, c'est parce on a tellement détruit l'école, on a tellement fait de béance dans le tissu pédagogique que ça devenait facile. Alors, je raconte la façon dont, par exemple, on a vidé les crânes des élèves. Vous savez, Jean-Claude Michéa parlait de l'enseignement de l'ignorance, c'est-à-dire du vide à l'intérieur du vide, hein, au fond. Et la nature a horreur du vide. De la même manière, si dans l'immanence il n'y a que du vide, eh bien, on va aller chercher une transcendance qui, aussi absurde qu'elle soit, remplira
se vide. Cette transcendance, en ce moment, c'est l'islam. Vous allez me dire, oui, mais pas partout, etc. C'est exactement le raisonnement du mauvais joueur de Go. C'est pas partout. Vous avez dû jouer au morpion, même si vous ne jouez pas au Go. Chacun joue théoriquement à son tour, mais à la fin, n'empêche qu'on a l'impression que la page est presque majoritairement rouge ou presque majoritairement verte, selon la couleur du stylo avec lequel on joue. C'est exactement la même chose. C'est-à-dire que ce n'est pas parce qu'il ne se passe rien au lycée Henri IV, dans le 5e arrondissement, qu'il ne se passe rien 10 kilomètres plus loin en Seine-Saint-Denis. Voilà, il faut bien imaginer. Je vous donne une statistique qui est significative. En cette rentrée-là, septembre 2024, il y a une demande de création d'écoles juives, une demande très limitée d'écoles catholiques et aucune demande d'écoles musulmanes. Pourquoi? Et parce qu'ils n'ont pas besoin d'avoir des écoles à eux. Ils sont déjà dans l'école de tout le monde. Ils ont déjà conquis l'école de tout le monde. Alors, ça passe par des programmes qui ne sont pas respectés ou qui ont été soigneusement évidés. Un exemple, une collègue, Cécile Chabot, me racontait hier qu'elle organise des débats en classe et qu'elle avait donc suggéré un débat sur la traite esclavagiste. Et que l'une de ses élèves, elle a des classes très colorées de banlieue parisienne, une petite africaine, elle dit oui, mais on ne parle pas de la traite des Arabes, de la traite saharienne. Ça avait fait un barouf, etc. Et effectivement, on n'en parle pas parce que la loi Taubira, pratiquement, nous l'interdit. Voilà. Si je puis me permettre de rappeler une anecdote très rapidement, Monsieur Brigelli, je mettrai le lien en description parce que je n'oublierai jamais, lors de la présentation de la loi Taubira à la presse, Christiane Taubira répond à Libération et elle dit cette phrase. Je remettrai le lien en description. C'était soufflant. Parce qu'on lui fait remarquer, on lui dit quand même, enfin, la traite la plus importante, la plus longue en temps, la plus meurtrière, vu que elle s'est fait quand même à base de castration. Bon, 9 sur 10 sont tués. C'est quand même la traite arabo-musulmane. Et là, elle a cette phrase, oui, mais nous n'avons pas préféré insister dessus parce qu'il ne faut pas faire porter aux Arabes les méfaits des Arabes. Aux Arabes les méfaits des Arabes. La phrase est, elle est dans Libération, ce sera en lien. J'explique ça en détail dans mon livre, c'est le principe de l'intersectionnalité des luttes. On ne peut pas dire la vérité sur une aberration si cela gêne un segment des damnés de la terre, si je peux dire. Mmh. De la même manière, sur le voile, par exemple, vous avez des jeunes femmes très bien, Chalmani, par exemple, qui est iranienne d'origine et qui voit des militantes féministes françaises approuver le voile en France. Et leur dit, mais ça va pas. Ah oui, mais on le condamne en Iran. Oui, mais si on l'autorise ici, c'est comme Daniel Mitterrand, je le raconte dans mon livre, qui justifiait l'excision en disant ah ben c'est leur coutume, l'excision. Enfin, il Excision, disait bien c'est hein, ce que c'est, hein. de quoi il s'agit. La traite saharienne a fait probablement, a duré effectivement aux alentours de 1500 ans. Elle a été arrêtée. Les derniers marchés aux esclaves ont été fermés dans les années 1950 en Arabie Saoudite sous pression anglaise. Mmh. Voilà. Ce sont les Occidentaux qui ont arrêté l'esclavage, pas les Arabes. Les Arabes ont continué de la même manière d'ailleurs. Pourquoi est-ce qu'on est allé s'occuper de l'Algérie, plusieurs fois d'ailleurs. On s'en est occupé sous Louis XIV, on s'en est occupé sous Charles X, parce que les corsaires maghrébins faisaient des razzias sur les côtes italiennes, corse, sardes, provençales, espagnoles. Ça a représenté, rien que pour le 18e, où ça a été analysé de très près, ça a représenté plus d'1 million de personnes enlevées. Voilà. Pour nourrir les harems des émirs, etc. Il faut bien comprendre que c'est un peuple prédateur, que c'est une religion prédatrice. Voilà.
Il faut absolument se battre. Et alors, se battre, ça consiste, c'est simple hein, en soi, il faut d'un côté réécrire les programmes. Deuxièmement, imposer au maître de traiter tout le programme. Oui, on dira que la Terre est ronde et, pas parce, et non qu'elle est plate, comme le croient 20% des élèves. Oui, on expliquera que il y a peut-être des choses à reprendre chez Darwin, mais globalement, le darwinisme est une idée de génie pour expliquer comment on en est arrivé là et qu'on n'est pas sorti ni de la côte d'Adam, ni de la création d'Allah. Hein. Euh, Ce que un très grand nombre d'élèves ne tolèrent pas, ne tolèrent pas. Et non, manger du cochon, ce n'est pas mauvais pour la santé. Et toucher une femme qui a ses règles ou qui serait susceptible d'avoir ses règles, ça ne va pas vous envoyer en enfer. Enfin, quel Dieu serait assez connard pour mettre un interdit là-dessus, tout en autorisant sans problème le meurtre, le pillage, l'esclavage, etc. Hein. Il faut bien voir ça. Moi, j'ai été sidéré ces 10 dernières années de voir des classes post-bac, hein, à ce moment-là, où les garçons se mettaient à part des filles. Dans mon souvenir, vers 18 ans, on avait plutôt tendance à Oui, voler un petit peu. Non, ils se mettent à part pour le cas où elles seraient impures. De la même manière, à la cantine, il est hors de question de manger même des légumes qui auraient pu toucher une viande non halal. Et tu ne fais pas le ramadan sous prétexte que tu n'es pas musulman, c'est qu'en fait tu es islamophobe. La culpabilisation joue à plein là-dedans. Alors, il va falloir mettre le haut là très sérieusement, qu'on soit bien d'accord, il y a un très grand nombre de musulmans qui ne rêvent que d'intégration, d'assimilation, etc. Et pour eux, la Terre n'est pas plate, hein, comme le Coran. À la limite, elle est plate comme leur smartphone, vous voyez, ce qui n'est pas tout à fait pareil. Mais et qui sont tout à fait contents d'être ici. Mais que des programmes, par exemple, interdisent pratiquement de parler de la traite musulmane. J'ai fait un article il y a quelques jours sur le dernier roman de Kamel Daoud qui s'appelle Ouri. Et il explique très bien que le gouvernement algérien a interdit, non seulement dans les bulletins, dans les manuels scolaires, mais dans la société algérienne globale, de parler de ce qu'on appelle la décennie noire, 1990-2000, et des 200 à 500 000 morts qu'il y a eu au nom de Mahomet. Voilà. Il ne faut pas en parler au nom de la réconciliation. Il faut bien se rendre compte qu'on est dans un monde orwellien complet où les signes s'inversent. Rappelez Orwell, la liberté c'est l'esclavage, tout à l'ignorance fait. c'est la force. Voilà, l'ignorance c'est la loi en quelque sorte, que ce soit en Algérie ou que ce soit ici. La loi Taubira doit être absolument dénoncée. Elle l'a été d'ailleurs par de très grands historiens de gauche, Pierre Vidal-Naquet par exemple, disant mais enfin, l'État n'a pas à dire aux historiens de quoi ils doivent parler. Eh bien si, dans un gouvernement de gauche à la française, on peut imaginer ce genre de choses. De la même manière, on a vu ça très récemment. Il y a le livre a été écrit par définition en mai dernier en mai-juin dernier, pour qu'il puisse paraître hein, au mois d'août. Mais depuis le 7 octobre 2023, vous avez une surmultiplication des actes antisémites en France Mhm. et parmi les responsables, on va le dire clairement, Gilles William Goldnadel, dans Causeur justement, l'a dit, il faut interdire LFI, qui est un parti raciste. Voilà, des gens qui se drapent dans le drapeau palestinien, si tant est que ça existe, le drapeau palestinien, si tant est que la Palestine existe. Voilà, des gens qui disent il ne peut y avoir qu'un seul gouvernement de la mer jusqu'à la rivière et ce gouvernement doit être palestinien et les juifs doivent partir. Tout le monde comprend bien que ce qu'ils ont fait le 7 octobre est un avant-goût du génocide final dont ils rêvent. Voilà, que un parti politique qui se dit de gauche utilise ce genre d'argument de façon à avoir des députés élus est quelque chose d'absolument immonde, immonde. Que la gauche, on va dire traditionnelle, Raphaël Glucksmann, mon Dieu, s'associe
à ce genre de personnes. Il a bien pensé, je sais pas moi, c'est Léon Blum s'associant à Doriot, vous voyez, Mmh. c'est les intellectuels juifs des années 30 s'associant aux nazis. Bah, c'est exactement ça. On a parlé d'islamo-gauchisme, mais Mmh. on a parlé également de nazi-islamisme. Eh bien, Mmh. ce sont des mots valises qui ont tout un sens très précis. Alors, je dénonce à la fois les pédagogies de la misère, en quelque sorte, qu'on a mis en place en France, l'accueil que l'on fait sous prétexte de libre expression à des théories aussi fantaisistes que... Enfin, comprenez bien, les gosses arrivent, c'est normal d'ailleurs, avec des idées reçues acquises en famille, en groupe, dans le quartier, etc. Ils sont un nid, en quelque sorte, à poncifs, hein, et des poncifs parfois terrifiants. Ils vous diront, mais non, non, la Shoah, ça n'a jamais existé, c'est un complot des Juifs, etc. Bien. Qu'est-ce que c'est que l'enseignement? L'enseignement, c'est une entreprise de dénaturation. Nous sommes là pour redresser des intellects tordus. Voilà. Mais si on les laisse s'exprimer, ils se tordront encore. Alors, je ne suis pas pour ou contre la liberté d'expression, ça signifierait rien, mais je vais vous dire simplement, alors, on va imaginer un rêve, hein. Le rêve serait d'en revenir à Pythagore. Pythagore interdisait à ses disciples de parler pendant 5 ans, le temps qu'ils posent une bonne question. Voilà. Quand vous entrez dans la franc-maçonnerie, pendant 1 an, vous vous taisez, le Mmh. temps de réfléchir un petit peu. C'est une interdiction qui n'a été levée qu'une seule fois pour Voltaire, qui avait fait ses preuves quand même, hein, de façon générale. Alors, tout n'est absolument pas perdu parce que il y a une prise de conscience, mais j'aimerais beaucoup que les partis politiques, il va y avoir un clivage, hein, tout le monde comprend bien que la situation actuelle est un faux semblant et que le gouvernement de Michel Barnier durera jusqu'à la prochaine dissolution. Très bien, mais il faut que les partis se distinguent véritablement de LFI, de toute cette gauche qui, sous prétexte de faire obstacle au RN, ouvre la porte finalement aux islamistes les plus racistes. Hein, Ouria Boutelja, le Parti des indigènes de la République, etc. Ouria Boutelja est allé jusqu'à dire que, eh ma sœur, si tu es violée par l'un de tes frères, puisqu'on parle comme ça chez ces gens-là, surtout ne porte pas plainte parce que ça pourrait lui porter préjudice. Tu ne portes plainte que si tu es violé par un blanc. Voilà. C'est-à-dire que c'est du viol à deux vitesses, vous savez, en quelque sorte, viol à géométrie variable. On est arrivé à des situations épouvantables. Rappelez-vous, j'en parle dans mon livre, cette jeune fille qui, à Montpellier, a été passée à tabac. Elle est toujours dans le coma, hein, depuis plusieurs mois. Passée à tabac par ses amis, téléguidés également, qui trouvaient qu'elle s'habillait un peu trop à l'européenne. On est bien en Europe, que je sache. On est bien Mmh. en France, que je sache. Il va falloir opérer une renaissance de la France, de l'Occident, et évacuer d'une façon ou d'une autre tous ceux qui actuellement sont les soldats de la nuit. Mmh. Ça m'amène à ma toute dernière question. La mécanique islamiste vis-à-vis de l'école est assez simple. Utiliser l'affluence, donc le nombre d'élèves musulmans ou identifiés comme tels, Les mille en taille, vous voyez, voilà, voilà, c'est tout ça. à fait. Ça rappelle les théories d'Al-Souri sur le djihad du quotidien, et cetera. Pour obtenir l'influence. Les réseaux d'influence, ça se combat. L'affluence, c'est de la sélection d'élèves, c'est de la politique migratoire. Donc ça, à peu près, on voit à peu près quoi faire. Mais il y a une question que j'aimerais vous poser. Et, et là, par contre, je ne sais pas quoi faire. Alors moi, je n'ai une expérience de l'enseignement dans le supérieur. Donc moi, j'ai eu les grands. Un peu en collège, supérieur. Or, le problème, et c'est l'affaire Samuel Paty nous l'a démontré, c'est la lâcheté. Attention, il y a des éléments de lâcheté, hein. Leur collègue a été assassiné, donc
Je comprends qu'on n'y aille pas la fleur au fusil, hein, mais c'est une partie de la lâcheté des collègues. Or, ça, par contre, comment on lutte contre ça? Parce que lutter contre le réseau islamiste, c'est pas très compliqué vu qu'il enfin, c'est pas très compliqué. Si on en a la On a une volonté, police quand même, hein, pour ça. Voilà. ça demande des moyens policiers, mais une fois qu'on a compris leur mécanique, il y a quelque chose à faire. Par contre, qu'est-ce qu'on fait face à des collègues qui se déballonnent devant des gens dont la culture profonde est de marcher sur celui qui se déballonne? Voilà, c'est ça la Quand Samuel Paty a été assassiné, j'ai passé un coup de fil à un ami au ministère en lui disant il faut dans les 48 heures rebaptiser son collège, qui n'avait pas de nom hein, véritablement, et il appelait Collège Samuel Paty. On en est toujours là des années plus tard parce que ses collègues hésitent en disant ah oui, mais ça pourrait être dangereux, ceci. Alors il va falloir être clair. Les instituteurs de la Troisième République, Péguy les appelait les hussards noirs de la République. Hussards noirs parce qu'ils étaient censés remplacer les prêtres, qui étaient habillés en noir également, mais hussards parce qu'il y avait une guerre à mener. Et il y a une guerre à mener. Et ceux de mes collègues qui ne sont pas disposés à mener une guerre sont priés d'aller se faire voir ailleurs. Voilà, je le dis très clairement. De la même façon, ceux qui ne sont pas disposés à traiter les programmes comme on leur dira de le faire, en invoquant la liberté pédagogique, alors qu'en fait, tout ce qu'ils veulent, c'est la licence pédagogique, on pourra les nommer pendant 5 ans dans les rizières de Camargue. C'est ma proposition dans le livre. Ça leur donnera du plomb dans la tête. Voilà, il faut bien se rendre compte qu'on est au combat. Et les gens ne veulent pas réaliser ça. Ils ne veulent pas réaliser qu'on est en guerre. On est véritablement en guerre contre un ennemi qui est non pas insaisissable, mais qui est fuyant en permanence, qui attaque et qui s'en va. Hein. C'est une technique de guérilla urbaine. Il faut bien voir une chose, c'est que toutes ces jeunes filles envoyées dans la rue, voilées, ne le font pas de leur plein gré, elles croient le faire de leur plein gré, il faudrait leur faire lire à elles et à leur maître le discours de la servitude volontaire d'Étienne de la Boétie, ou de toute façon leur faire lire Marx, hein, leur faire comprendre ce que c'est vraiment que l'aliénation. Voilà. Alors, je suis absolument contre toute tenue islamique dans la rue. Hein. Il faut reprendre la loi de 1905, reprendre la loi de 2004, donner des contraintes claires, repenser les problèmes d'immigration. Une indication, par exemple, hein, le Danemark, qui fait partie de l'Europe et qui donc pourrait invoquer les lois européennes, et qui a un gouvernement de gauche, centre-gauche, a les lois sur l'immigration les plus sévères de toute l'Europe. Par exemple, il interdit l'entrée dans le Danemark de gens qui ne parlent pas danois. Voilà. Eh bien, ce serait déjà un premier point. On interdit l'entrée sur le territoire de gens qui ne parlent pas couramment français. Premier point. Et puis après, on les formera. Je fais la proposition, par exemple, au lieu de créer des collèges à l'intérieur des ghettos urbains, les envoyer loin, très loin, à 200 ou 300 kilomètres de chez eux. On avait inventé, à l'époque de Châtel, les internats d'excellence. Eh bien, multiplier 10, 100 internats d'excellence dans des endroits aussi paumés que possible, dans lesquels on les redressera. Au Japon, lorsqu'un mineur commet une infraction, il est amené devant un juge qui l'envoie dans un centre de redressement, en quelque sorte. Et vous savez combien de temps il y reste? Eh bien, il y reste autant de temps que le juge le souhaite jusqu'à ce qu'il soit redressé. Voilà. Les pays asiatiques, Singapour, le Japon, Shanghai, etc., ont des pratiques pédagogiques et pénales d'ailleurs qui me sied tout à fait. Hein, plutôt que de prendre exemple sur les démocraties déliquescentes du Nord, on va prendre exemple sur les dragons qui actuellement sont en tête des classements PISA, Pearce et compagnie. Jean-Paul Briguelli, merci beaucoup. Le lien vers votre Merci à vous. ouvrage sera en description. Chers amis du Cercle Aristote, vous, si vous voulez adhérer, si vous voulez découvrir les ouvrages que nous publions, si vous voulez nous soutenir, tout est en description. Je vous dis
À demain, si vous le voulez bien. Merci à tous. Au revoir. Chers camarades, si tu veux plus de contenu, de réinformation, d'éducation populaire et de formation intellectuelle, n'hésite pas à faire un don sur notre page Tipeee.